Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue. Good afternoon, everybody. And welcome to this session, Rethinking the... Bienvenue à cette séance Repenser la nouvelle architecture mondiale de la sécurité. Je m'appelle Romain Lequegnoux. Je travaille pour un think tank français qui se concentre sur l'Europe de l'Est. Je suis ravie d'être ici et fière car tout d'abord merci aux organisateurs d'avoir organisé cette séance qui est une séance très intéressante et d'un point de vue personnel je suis très content parce que j'ai été étudiant dans cette belle ville d'Aix-en-Provence. Donc c'est un grand plaisir d'être de retour dans cette belle ville et de parler de sécurité car c'est le sujet dont nous parlons tous en ce moment tout le temps, à longueur de journée. C'est très important, nous savons, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, il s'agit de l'Ukraine, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Il s'agit également du Moyen-Orient, des tensions que l'on voit aujourd'hui, les pays du Golfe et les tensions en Asie et très honnêtement un peu partout dans le monde d'ailleurs à l'heure actuelle. La sécurité n'est pas seulement de la sécurité dure et militaire, il s'agit également de la sécurité douce et là on va parler de la sécurité démocratique, on va parler de la gouvernance des outils numériques, de l'IA, du climat et on va parler également de la sécurité économique. Il s'agit de voir comment nous allons arriver à être résilients en tant que société, en tant que pays, en tant qu'Union européenne, mais également comment nous allons arriver à construire ensemble une gouvernance mondiale pour tous ces sujets. Car comme vous le savez, le multilatéralisme est en crise. Donc nous allons d'abord répondre à des questions très simples là-dessus, sur ce qui se passe. Pourquoi l'architecture mondiale de la sécurité, pourquoi elle est comme elle est aujourd'hui. Et on va essayer d'aller voir un petit peu dans le futur et voir ce qu'on peut faire pour y remédier. Donc nous allons d'abord écouter nos orateurs et ensuite nous allons poser des questions. J'ai le plaisir de vous présenter Omar Achour. Vous êtes un professeur de l'Institut de Doha pour les études supérieures. Nous avons également à ma gauche Rob de Vic. Vous êtes le fondateur du Centre de La Haye pour les études stratégiques des Pays-Bas. Nous avons Céline Kaufmann qui est directrice de programme pour l'Institut du développement durable et des relations durables. Et enfin, Simon Radford, qui est le directeur de Milken Institute du Royaume-Uni. Donc je vous accueille tous et je voudrais vous poser la même question, une question très rapide. Donc concentrez-vous, essayez de me répondre en 1 minute. Ce que je vais vous demander, c'est en fait, quel est votre diagnostic sur l'architecture sécuritaire mondiale? Est-ce que vous la voyez comme quelque chose qui est un processus d'adaptation ou est-ce que vous pensez que c'est une fragmentation continue ou est-ce qu'on fait face à une véritable rupture, disruption? Je voudrais vous poser la question à vous, Rob, en premier. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est une disruption permanente. Les choses sont en train de changer complètement, il faut le reconnaître, les politiciens doivent en être conscients. Ça a tout démarré, pas avec Trump, contrairement à ce que l'on pense. Ça a commencé, moi je dirais, il y a 25 ans, quand la Chine est devenue, a rallié l'Organisation mondiale du commerce. Donc ça a changé le rôle, les règles du monde et avec l'entrée de la Chine. C'est quelque chose qui est en cours, c'est un processus qui est lancé, ce qui veut dire que l'ordre traditionnel du monde que nous connaissions avant est en train de mourir. Nous vivons dans une période de transition, l'ancien monde est mort, mais le nouveau n'est pas encore né. C'est une mauvaise nouvelle pour nous parce que ça signifie que le monde va passer d'une crise à une autre. Et c'est quelque chose qui va durer encore certainement pendant 10 ou 20 ans, car c'est en général ce qui se passe quand vous avez une disruption. Les choses se calment et ensuite on assiste à un rétablissement des relations normales, comme on les connaissait avant. Mais ce monde sera un monde plus tourné vers la transaction, ça sera un monde transactionnel. Donc il s'agira de faire des gains, il y aura une lutte de pouvoir et nous, les Européens, nous devons apprendre à comment gérer cette situation qui est nouvelle, car elle est complètement à l'opposé de ce que nous vivons depuis de nombreuses décennies et peut-être même des siècles.
Et nous devons nous adapter à ce nouveau monde où il y a la puissance américaine ou chinoise qui vont dominer. Donc, on le veuille ou non. Est-ce que vous pensez, Omar, que ce monde est en train de mourir ou il est mort? Ce n'est pas encore mort, mais ce monde est très malade, je dirais. C'est une disruption totale. C'est pas une disruption totale, c'est une disruption partielle. Mais le monde où les États-Unis fournissaient de la sécurité au monde, un État comme l'Irak envahissait un pays comme le Koweït et les États-Unis mobilisaient 900 000 soldats de partout dans le monde, Asie, Afrique, Moyen-Orient, Europe, et libérer le pays après 100 heures de combat au sol et des opérations aériennes, c'était tout. Pourquoi? Parce que si vous faites une avancée sur image, on voyait pendant des années Obama en 2014. Et d'ailleurs, le Koweït n'avait pas d'accord de sécurité avec les États-Unis. Il ne faisait pas partie de l'OTAN. Il n'avait rien signé, aucun accord de défense avec les États-Unis. Les États-Unis ont fait cela comme une initiative sans aucun document contraignant qui les y obligeait. À partir de 2014, vous voyez l'invasion russe, la première invasion de l'Ukraine, l'annexion de la Crimée, l'invasion d'une partie du Donbass, et les États-Unis et d'autres pays comme le Royaume-Uni avaient un document qui s'appelle l'assurance de sécurité pour l'Ukraine. Le mémorandum de Budapest, c'est son nom, qui était censé assurer la sécurité de l'Ukraine. Et au lieu de mobiliser 900 000 soldats et une coalition mondiale pour arrêter l'invasion de la Crimée, ils ont demandé aux forces armées de Crimée de ne pas se battre. Ça s'est passé sous le gouvernement Obama. Il y a des documents qui l'attestent. Et on voit également des documents du chancelier allemand Merkel. Donc ça, c'est le contraste qui souligne la véritable disruption à laquelle on fait face. Mais ce n'est pas terminé, car parfois, en 2017, le Qatar a failli être envahi. C'est un petit pays pourtant. Mais sous le gouvernement Trump, du fait du ministre de la Défense, l'invasion a été arrêtée sous la pression américaine. Et l'OTAN... Et ça, c'est encore une bonne nouvelle. L'OTAN fonctionne encore car l'Ukraine a été envahie, mais pas l'Estonie. Donc en janvier 2022, l'Ukraine avait des brigades, beaucoup plus que toute autre force de coalition en Europe. C'était la force aérienne la plus large sur le continent. Pourtant, ils ont été envahis. Ils ont été envahis alors que c'est un petit pays très vulnérable et qui faisait partie de l'OTAN. Donc des éléments de cela nous montrent que le système tel que nous le connaissons marche encore. Il y a encore des choses qui fonctionnent, mais nous avons par rapport à cela des nouvelles dynamiques également qui sont mises en place. La nouvelle dynamique est rendue particulièrement difficile du fait de la démocratisation des forces d'une certaine manière, des nouvelles technologies. Et c'est très difficile pour un État de droit comme les États-Unis ou pour un grand État comme les États-Unis ou la Russie de venir à bout d'un petit pays, comme on voit avec l'Ukraine, avec l'Iran par exemple aussi. Et 40 jours plus tard, l'Iran est toujours debout et se bat, envoie des coups de poing des deux mains. Donc, et arrive même à envoyer des missiles sur Israël. Donc on continuera là-dessus. Céline, on a entendu parler de disruption totale, de disruption partielle. Comment vous vous situez par rapport à ça? Je ne vais pas répondre à votre question, mais je vais vous donner 3 arguments. Pour revenir à ce que vous disiez plus tôt, Romain, il faut comprendre la sécurité dans le sens large, en allant au-delà du maintien de la paix et de la défense, car c'est la manière dont les individus et les pays se ressemblent dans la compréhension de leur sécurité. Ils ne se limitent pas à la sécurité militaire. Les pandémies, les circonstances climatiques extrêmes, etc., vont affecter cette même sécurité. C'est pour ça que si vous suivez un peu la discussion politique de cette année, nous avons entendu beaucoup parler de la sécurité énergétique, de la sécurité alimentaire, de la sécurité économique. Le deuxième message que je veux faire passer
Et il s'agit vraiment d'analyser le diagnostic que vous avez mentionné. Il y a une illusion et une tendance à se diriger, à se tourner vers l'autarkie, un pays, en fait c'est la domination d'un pays seul. L'autocratie. Aucun pays sur Terre, même le plus grand pays au monde, ne peut arriver à faire quoi que ce soit tout seul, car tous les pays sont interdépendants les uns des autres. Ils dépendent de la chaîne d'approvisionnement qui est commune, de la pollution qui vont venir d'un autre pays voisin, d'autres politiques qui seront adoptées par d'autres pays. Donc la coopération internationale est le mot d'ordre. Et le dernier message ici, c'est qu'il y a une coopération, une infrastructure de coopération internationale avec l'institution de Bretton Woods, l'ONU, une myriade d'organisations gouvernementales et d'initiatives qui sont développées surtout au cours du XXe siècle. Ces institutions sont un petit peu dépassées aujourd'hui, ce qui crée beaucoup de frustration. Elles sont dépassées. Si vous regardez le fait que cette année, 7 sur 10 frontières mondiales ont été violées, ont été franchies. Elles sont également dépassées car on voyait la frustration d'un certain nombre de pays, surtout les économies en développement, si on voit les dividendes que cela fournit. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter toutes ces institutions comme le bébé avec l'eau du bain, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on règle. Il y a des choses à régler dans ces institutions pour anticiper demain. Simon, qu'est-ce qu'il faut régler? Peut-être, je veux dire, pour ne pas régler. Merci d'abord de m'avoir invité. C'est un honneur de partager ce panel avec des orateurs distingués. Votre première question était sur l'architecture de la sécurité. D'habitude, l'architecture de sécurité que l'on connaît et à laquelle on pense ne change qu'après des grandes guerres, comme les grandes guerres mondiales. Donc on a toujours l'OTAN. Bon, est-ce que c'est vraiment utile? On ne sait pas. On a toujours l'Assemblée générale de l'ONU. Est-ce qu'elle est toujours utile? Nous n'avons pas de nouvelle architecture. C'est ça qui est intéressant. Nous avons peut-être un décorateur d'intérieur en fait dans la maison qui a fait le nécessaire, mais qui n'a pas touché à la structure de la maison, pour donner une image. En termes de la nature de la sécurité, je crois qu'on met du temps avant de bien comprendre. Comment on mesure la sécurité? Si vous revenez à la dernière guerre froide, si je peux l'appeler comme ça de manière un peu provocative, George Kennan avait son idée du containment. Et c'est-à-dire qu'il disait qu'il y avait des pays qui étaient dans le monde, et si l'Ouest, qui était la construction de l'époque, pouvait en donner une majorité d'entre elles, ils pourraient arriver à produire plus d'acier, de tanks, etc., qui leur permettrait de garder n'importe quelle guerre. Et il y avait une contradiction, c'était l'Union soviétique en plein milieu de tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que vous pouvez arriver à trouver un moyen de produire le plus de tanks, parce que la richesse est plus immatérielle que matérielle, la propriété intellectuelle plutôt que la production, et c'est pas combien de pièces on peut produire dans une machine, avec une machine, dans une usine. C'est est-ce qu'on peut changer rapidement cette usine? Est-ce qu'on peut changer rapidement cette propriété intellectuelle et cette conception? On vit dans un monde d'adaptation rapide, de développement rapide. Et ça, c'est complètement différent comme paradigme. Vous regardez la Russie d'avant et la Russie d'aujourd'hui. Donc on fait des trucs magnifiques chaque année où on liste les capacités militaires de chaque pays et vous direz ah, je pense que je peux le battre ce pays parce qu'il a 10 tanks et moi j'en ai 15. Ça ne marche plus comme ça maintenant. Les capacités sont plus difficiles à comprendre. La manière dont vous pouvez changer vos forces est encore plus difficile à comprendre. Donc je vais vous laisser avec cette pensée. La technologie qui va définir le prochain paradigme de sécurité, ça va être l'IA, quantum, etc. Il y a eu des tentatives de faire des architectures basées sur l'IA, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à construire à nouveau une architecture multilatérale de sécurité. Et on pense plutôt à l'image d'une course. Et cette course, est-ce que ça va encore plus casser l'ordre actuel ou pas? Merci. Rob, moi j'aimerais bien revenir vers vous et reparler de cette incertitude. Pour l'OTAN, on a parlé beaucoup de l'OTAN. Moi je suis très content parce que depuis plusieurs années, c'est un sujet qui était très controversé d'un point de vue politique. Depuis 2022, moi je dirais que
l'élite politique a parlé en très bons termes de l'OTAN et pas auparavant, parce que l'OTAN, c'est devenu clair que l'OTAN était en fait le pilier fondamental de la sécurité en Europe. En même temps, il y a beaucoup d'incertitudes du fait du gouvernement Trump, mais pas seulement, le comportement erratique de ce gouvernement, mais aussi parce que on n'a jamais connu autant d'incertitudes sur l'article 5 qui est la base de l'OTAN. Donc comment on arrive à trouver un équilibre avec tout ça, de garder l'OTAN et en même temps de construire une sécurité européenne sans notre plus grand allié traditionnel? C'est une très grande question et c'est la question clé ici. Moi, je me souviens que votre président Macron a dit un jour que l'OTAN avait été mort du cerveau. Et c'est toujours le cas. On parle toujours favorablement de l'OTAN, mais on parle toujours de cette garantie de l'article 5. Si ça ne fonctionne pas avec toutes les obligations des États-Unis d'utiliser l'arme nucléaire, nous avons un problème. Et moi, je voyage partout dans le monde, en Europe et également dans les États, dans les pays baltes. Et je n'ai jamais parlé à qui que ce soit qui soit très optimiste là-dessus. Et je crois que c'est ça le problème. Je me souviens en 2018, quand j'ai suivi une conférence de l'OTAN à Bruxelles, c'était un sommet historique, car l'OTAN est pratiquement mort à cette date-là. C'était le premier sommet auquel a cité Trump, et je me souviens que Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, est arrivé en tremblant. Il s'est assis presque à côté de moi. Il m'a dit « Je crois que l'OTAN est mort, tel que nous le connaissons ». Il raconte cette histoire dans ses mémoires et c'était exactement la raison pour laquelle je suis arrivée à la conclusion que quand Trump a été réélu, très probablement l'OTAN n'y survivrait pas. Donc c'est vraiment un problème important. Si vous regardez ce que fait Trump, il ne respecte pas les règles internationales de droit. Vous pouvez dire ce que vous voulez, parler de Maduro, ou vous pouvez dire ce que vous voulez sur lui, moi je ne l'aime pas. Mais ce que les Américains ont fait, ce n'était pas conforme au droit international, comme le bombardement de bateaux, avec probablement des armes qui sont transportées illégalement. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez sur le régime de l'Iran, mais ils ne se sont pas comportés, ils sont comportés stupidement. Et je crois que c'est ce que l'on ne comprend pas assez, ce qui se passe quand Trump, après avoir reporté sa première visite en Chine, si il avait eu discuté avec le président Xi, ça veut dire qu'il aurait déjà perdu. Donc les clés pour ce nouvel ordre du monde sont illustrées par cette visite de Trump vers Xi. Et ça, c'est très problématique pour notre nouvel ordre mondial. Et que faire avec l'Europe? Est-ce qu'on devrait faire quelque chose de complètement différent? Sortir de l'OTAN, avoir notre propre organisation de sécurité? Non, moi, mon conseil, c'est ne le faites pas en période de crise, car nous n'avons pas besoin d'une autre organisation. Il ne s'agit pas de cet article 5. Nous avons besoin de cette organisation, pardon. Parce qu'il n'y a pas que cet article 5, il y a d'autres recommandations dans l'OTAN. Donc nous devons les conserver et nous devons développer un pilier européen au sein de l'OTAN ou d'un OTAN qui peut fonctionner sans les US. C'est absolument faisable et ce que l'on voit en Europe, c'est l'émergence de groupements un peu ad hoc qui font avancer les choses. Il y a eu plusieurs exemples de cela. Après l'inauguration de Trump, la France, la Pologne et l'Allemagne ont essayé de prendre l'initiative. Le Royaume-Uni les a rejoints. Et nous avons besoin d'avoir des formations comme ça, spontanées, pour la sécurité de l'Europe. Donc ce qui va se passer, c'est que nous aurons des petits groupes de pays qui vont faire avancer le processus. Et c'est ce qui se passe, plus ou moins, mais ça ne va pas assez vite. Et il y a trop de priorités nationales et de préoccupations qui ralentissent ce processus. Et nous n'avons plus de temps à perdre.
Tout à fait. Si on parle de ne plus avoir de temps à perdre, au Qatar, vous avez eu cette expression. Il y a quelques mois, vous avez vu ce pays qui était très riche et très stable, et tout d'un coup, vous avez des drones qui sont venus vous envahir au Qatar et dans le pays de la région, et qui attaquaient directement des infrastructures critiques. Ça ne veut dire que vous êtes en guerre aujourd'hui, réellement, ce n'est pas une vraie guerre, mais c'est quelque chose qu'il faut régler. Et ça, c'est ma question pour vous. Comment vous voyez cette transformation de la guerre? Comment cette évolution et cette évolution des alliances, parce qu'on a parlé beaucoup des États-Unis en Europe, mais dans votre région, vous parlez beaucoup des États-Unis également, car au-delà des accords bilatéraux avec la région, entre la région, la stabilité de votre région repose aussi sur un partenariat solide avec les États-Unis. Donc comment voyez-vous cette architecture évoluer compte tenu des nouvelles tendances hybrides qui émergent? Il y a beaucoup de comparaisons entre les pays du Golfe, la sécurité du Golfe et l'Europe. Je crois que c'était l'un des hommes d'État belges très célèbres qui a dit qu'il y a deux types d'États en Europe, les petits et les États qui ne reconnaissent pas le fait qu'ils sont petits. Donc dans les pays du Golfe, c'est un peu pareil. Ça inclut les plus grands d'ailleurs. Et avec l'Europe, il y a toujours la capacité nucléaire, et nous avons également des capacités de dissuasion nucléaire. Il y a plus de sécurité, je dirais, côté du Golfe. Nous avons plus d'expérience sur les opérations. Mais je voudrais dire un point sur l'OTAN, je reviendrai au Golfe. L'OTAN a été, à la fin des années 90, a été élargie à 15 membres à la fin des années 90. Et en fait, c'est 65% de moins de soldats, de tanks, et 55% de moins de troupes d'artillerie. Donc le vrai pouvoir, la vraie puissance a été déjà diminuée, plus sa dimension non conventionnelle. Donc ça, c'est un signal très fort qui montre que si on fait face à l'adversité, nous ne serons jamais aussi forts que nous l'étions avant. Donc ça, c'est la première chose, même si on est plus riche qu'avant. Pour retourner vers le Golfe, revenir au Golfe, tous les pays du Golfe ne sont pas tous égaux. Leurs stratégies sont différentes. La stratégie du Qatar était spécifiquement un peu revancharde, si je peux dire cela comme ça, car ils ont abordé une politique un peu agressive, les drones qui ont visé Doha, les drones qui ont attaqué donc les missiles balistiques, il y en a 2 fois plus, donc c'est des 220, 320, l'UEA ont été 550 missiles. Donc ce sont les pays qui se sont embarqués sur une politique de confrontation ont été frappés les plus durement. Les pays qui se sont embarqués sur la médiation et la diplomatie ont quand même été touchés, et certains détruits ou des infrastructures détruites, mais moins touchés. Et moi, je faisais partie des étudiants qui disaient que le terrain de bataille est suprême et que maintenant gagnera toujours, et maintenant je donne beaucoup plus d'importance à la diplomatie, car je pense que ça va jouer un rôle plus important. Est-ce que c'est une nouvelle architecture dans la région? Oui, ça c'est clair. Vous avez maintenant un pays qui est l'Iran, qui ne s'est pas effondré en dépit d'attaques très importantes. Je vous ai parlé de toutes les attaques aériennes. Le régime semble rester intact. Il arrive à utiliser sa géographie de manière comme une arme. Et de manière, il y a les mines qu'on avait dans les années 80, vous avez les bateaux qui datent également de technologies des années 80, vous avez les missiles côtiers, on les avait également, mais ils n'étaient pas aussi sophistiqués que ça dans les années 80, il y en avait moins. Et les nouvelles technologies qui sont un mélange d'attaques
avec des munitions, des drones et des missiles balistiques. Donc ils mélangent un peu toutes les forces balistiques, aériennes, etc. Donc, mais avec le Golfe, c'était la même chose, mais bon, moins important en chiffres et en intensité, par exemple, ce qui se passait par rapport à ce qui se passait en Ukraine. Ce sont deux tout petits pays, de toute façon. Un dernier mot, le défi est endémique dans le Golfe parce que toutes les cibles sont immobiles. Donc vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas déplacer une installation, une usine de gaz, un aéroport, l'usine de distillation, la distillerie. Tout le monde connaît leur emplacement. Vous serez sur Google Maps si vous voulez l'attaquer. Si vous programmez le type de munitions que les Iraniens utilisent, vous le programmez à l'avance et vous envoyez directement 50, 100 de ces munitions. Donc si vous avez besoin de 5 suffiront. Car vous ne pouvez pas bouger la cible, elle ne peut pas aller nulle part, elle est grande, elle est chère et vous êtes vulnérable pendant très longtemps. Et ça, c'est le vrai défi que nous faisons face dans le Golfe. Et je crois que l'Europe a un peu le même problème. Ils ont des meilleures capacités de défense, ils ont des pays plus importants, mais ils font face aux mêmes défis. Vous parlez de chiffres et de capacités, bien sûr, c'est ça. On en parlera plus en détail. Je voudrais revenir vers une définition plus large de la sécurité, pas seulement la sécurité militaire. Comment vous voyez, Céline, cette situation, si je peux le formuler de cette manière, l'une des victimes de cette militarisation de notre scène mondiale, c'est les changements climatiques. On parle de temps en temps des changements climatiques, quand il fait 42 degrés à Paris par exemple, mais on n'en parle pas tant que ça au final, bien moins qu'il y a quelques années auparavant. Donc comment vous voyez la possibilité de garder ces sujets comme les changements climatiques dans notre vision de la sécurité, de l'architecture mondiale? Et quel est le lien? Car nous parlons beaucoup de résilience. Est-ce que la résilience, le lien entre la sécurité dure et la sécurité molle? Oui, merci beaucoup, vous avez tout à fait raison. Tout le monde voit le contre-coup sur l'environnement, sur le climat, sur le développement durable également. Et si vous regardez ce qui s'est passé dans les dernières années, on voit des exemples extrêmes aux États-Unis qui se retirent de beaucoup de discussions internationales et suppriment ces mots de tous les échanges internationaux. On a vu la planète aller voter. C'est l'année où il y avait beaucoup de changements de leadership. Et les leaders qui sont arrivés au pouvoir, la plupart d'entre eux étaient moins sensibles au développement durable, au sujet d'environnement. Donc tout ça, s'est passé en 2024. C'est l'année où tout a changé. Il y a eu une réflexion sur l'aspiration des populations également, qui étaient inquiets par des sujets économiques, les emplois, c'est très concret. Donc on voyait ce changement au Parlement européen également. On a eu un contre-coup important, une réaction très forte contre ce qu'on appelle le Green Deal, le deal vert pour le développement durable en Europe. Mais pour répondre à votre question, moi je dirais que la réalité est compliquée. Et ce n'est pas parce que on ne peut plus dire le mot climat, développement durable, etc. Mais le développement durable ne s'invite pas lui-même à la table. Et je crois que c'est les derniers G7 et le G20 précédent en sont la parfaite illustration. Car dans ce dernier G7, de quoi on a parlé? De la guerre avec l'Iran. Et cette guerre avec l'Iran est un rappel de la vulnérabilité dont nous souffrons du fait qu'on est trop dépendant des carburants fossiles. Et une fois que la guerre a éclaté et que le détroit d'Ormuz a été fermé, on a beaucoup parlé de comment on peut faire une transition, comment on peut diversifier nos sources d'énergie. Et ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est, vous avez parlé de résilience. C'est ce qu'on voit, c'est des désastres naturels les plus importants
se produire, des événements extrêmes, ces vagues de chaleur très fortes que l'on a eues en Europe et qui revient. Et les conséquences de cela sont que dans ce G7, dans le G20, les ministres des Finances sont en train de parler de l'impact économique et de l'instabilité qui est liée à ces événements climatiques extrêmes. Et ils parlent également des conséquences budgétaires de tout cela, car ce que l'on voit avec ces événements, c'est que les politiques d'assurance, même dans les pays riches, baissent. On est de moins en moins bien couverts par les assurances. Donc il faut en tenir compte dans les budgets publics, comment ils vont continuer à payer pour l'impact de plus important et le coût de plus important de ces désastres naturels et de ces événements climatiques extrêmes. Ce que l'on a vu également, c'est la question des matières premières essentielles débattue au G7 cette année. Il s'agit de la défense, bien sûr, mais aussi de la transition numérique et de la transition écologique, même sans utiliser le mot de toute façon. À chaque fois, il s'agit d'éléments du puzzle pour qu'on parle du programme du changement climatique en premier. Cependant, il existe des traités, des conventions internationales, des instruments internationaux qui ont été conçus. Et notamment en 2015, les accords de Paris sur le climat. C'était aussi l'année des ODD, une année incroyable. Quand vous voyez où nous en sommes maintenant, les pays se sont rassemblés et ils se sont dit il nous faut aller sur le chemin du développement durable sur la base des accords de Paris. Ce sont des cadres. Qu'ont-ils fait à l'époque? Eh bien, ils nous ont donné des orientations à long terme pour les pays, parce que les accords de Paris, c'est en fait une fixation de cibles. Par exemple, neutralité carbone en 2060 pour certains pays. Les ODD, c'était des cibles intermédiaires à atteindre en 2030. Voilà. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était simplement ancrer les attentes et les objectifs pour les pays. Que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, nous sommes en train de mettre en œuvre ces accords, et c'est difficile. Au niveau international, il existe plusieurs règles qui existent, les pays s'accordent là-dessus, et c'est très bien d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce qu'il faut soutenir, c'est la mise en œuvre de ces accords, leur application. Et là, il faut aller au niveau le plus bas, le niveau sectoriel. Il faut aussi faire du lobbying, et bon, il y en a qui disent que leur modèle économique n'est plus pérenne. Et c'est là que le système international, pour revenir à notre sujet, ne correspond pas à l'objectif. Parce que le cadre international, il est très bon pour la production de lois, de cadres juridiques, mais il n'est pas très bon pour l'application, la mise en œuvre. Et c'est ça le changement qu'il faut voir. Les conventions sur le changement climatique, le CNUC et d'autres, ça nous aide notamment pour les pays, pour la mise en œuvre de ces accords, plutôt que de produire de nouveaux instruments juridiques. Tout à fait, Simon, nous allons continuer, parce que nous parlons des articulations entre la sécurité dure et molle. Et justement, cette articulation dont on n'a pas parlé beaucoup, c'est l'argent. Le problème, c'est l'argent. On n'est plus très riche maintenant. De façon générale, nous ne sommes plus aussi riches. C'est un gros problème d'ailleurs, parce que si on parle du changement climatique, il faut adapter les infrastructures, ça coûte beaucoup. Il faut beaucoup de R&D notamment. Il faut accélérer les nouvelles technologies pour que les sociétés s'adaptent, les infrastructures s'adaptent. Lorsqu'on parle de drones, la massification de la production, c'est pas difficile à produire en fait. Un petit peu d'IA, un petit peu de plastique et hop, pas très difficile. Il faut reconstruire certaines industries, employer des personnes et donc il faut de l'argent d'amorçage. Il faut que les gens restent dans ce secteur à plus long terme. Alors voici ma question maintenant. S'il s'agit de reconstruire, de renforcer en fait l'architecture mondiale sécuritaire, comment parler de l'architecture de financement? Et la question justement est liée à ce que je viens de dire, c'est la concurrence. Comment en Europe pouvons-nous nous assurer que les budgets privés correspondent aussi aux budgets publics, qu'il y ait un appairage, si je puis dire, qu'il y ait une correspondance entre les deux budgets. Merci d'avoir posé la question. On a parlé d'architecture, de décoration intérieure, etc. Maintenant, vous me dites qu'il faut que je parle de la plomberie. Bon, on va construire une maison bientôt. Et en fait, la question,
c'est l'adaptation rapide. Il faut appliquer l'énergie, il faut utiliser l'énergie, la technologie, la propriété intellectuelle, et tout ça, ça doit être mis en œuvre. Et ça, c'est la sécurité à la fois dure et molle. Et si nous avons des coûts de l'énergie qui sont bas et en abondance, on aura des avantages en IA, etc. Et pour la réindustrialisation, et le reste suivra. De même, ce que l'on a vu en Syrie, les gens s'échappaient du pays et on avait peur de mauvaises informations de la Russie, c'est vrai. Ils ont utilisé ça, certains groupes, avec le problème des réfugiés. Donc l'énergie, le climat, c'est les deux aspects liés à la sécurité qu'on pourrait appeler durs. Maintenant, du côté financement, la question qu'il faut se poser aussi, du point de vue géopolitique, c'est le capital dont on a besoin pour résoudre certains de ces problèmes. Et parfois, les pouvoirs publics et le privé doivent travailler plus étroitement ensemble. Par exemple, dans les années 40, 50, il y avait une planification centrale des États. Et ensuite, les marchés privés sont sortis de cette histoire. Après, dans les années 50, 60, l'État et les grandes entreprises ont travaillé main dans la main. Dans les années 80, tout ce qui comptait, c'était le marché libre. Mais ça veut dire désindustrialisation, le résultat, financiarisation, la recherche de la rente à tout prix. Et maintenant, nous parlons de politique industrielle, mais nouvelle. Il s'agit de partage de risques, il s'agit aussi des pouvoirs publics qui sont un peu le capital risque pour aider les autres à injecter du capital. Je vais vous donner des exemples, l'hydrogène par exemple, et d'autres technologies critiques. Certaines de ces technologies ont besoin de capital risque, mais d'autres ne sont pas encore là. Ils ont besoin d'argent d'amorçage ce qui compte aussi, c'est commercialiser l'hydrogène, mais il faut attendre 6 ans, 8 ans, et les fonds de capital risque ne seront pas là. Donc il faut que les pouvoirs publics dérisquent ces technologies. Et ça peut passer par exemple la finance mixte, ça peut passer par une chambre de compensation réglementaire pour que l'argent circule bien pour le dérisquage des projets. Voilà. Et dans notre institut, dans notre conférence mondiale, nous avons beaucoup d'actifs sous gestion et nous travaillons justement dans ce sens pour éclairer les politiques publiques côté capital. Et nous résolvons les problèmes à 3 niveaux. Déjà, pour que le financement aille dans ces secteurs, je me souviens d'un fonds de pension au Royaume-Uni, et généralement, vous n'aviez pas le droit d'investir si c'était lié à la défense. Le capital privé n'avait pas le droit d'investir dans des armes. Maintenant, on dit oui, défensif, mais pas offensif. D'accord, des armes défensives en Ukraine, très bien, mais il y en a qui disent c'est idiot, parce que la dissuasion, ça veut dire qu'il faut frapper de l'autre côté aussi. C'est pas juste la défense. Donc, déjà, éliminer certaines règles du côté financement. Ensuite, il faut qu'il y ait bons mécanismes de financement. Quel que soit l'investissement, que ce soit à la frontière de rentabilité, on peut dire que ce sera, je ne sais pas, des obligations d'État avec un retour de 5%. Pourquoi les gens investissent dans les sociétés? Dans la défense, il n'y a généralement qu'un client, ce n'est pas un bon investissement. C'est pour ça qu'il faut dérisquer, améliorer la rentabilité et le retour pour les investisseurs. Et maintenant, côté actif, comment déréglementer dans certains cas, donner des permissions de fonctionner différentes, comment rassembler la recherche de base et les opportunités commerciales pour mieux utiliser certains actifs. Donc, nous aidons ceux qui apportent le capital et les pouvoirs publics pour qu'ils travaillent ensemble. Et vous savez, il y a quasiment 2 modèles. La Chine fait des choses à large échelle avec les pouvoirs publics. La Russie aussi. Il y a une grande usine qui fait des drones. Alors qu'en Ukraine, c'est décentralisé. Il y a beaucoup de start-up, beaucoup de fonds de capital risque. Est-ce qu'on peut utiliser les deux? Est-ce qu'on peut passer à l'échelle supérieure pour les petites entreprises? Vous voyez, il y a des pour et des contre dans les deux systèmes. Ce qu'il faut faire, c'est s'il y a des problèmes dans un système, il faut essayer de résoudre les problèmes pour que les gens investissent. Si aujourd'hui les gens prennent beaucoup de risques, ils font des prototypes et le gouvernement n'investit pas, la société va couler. Donc il faut déjà comprendre les moyens, les incitations pour que les gens investissent et penser en partenariat pour passer à l'échelle supérieure. À l'heure actuelle en Europe, j'ai l'impression que nous sommes trop lents
Je vais vous donner un exemple parce que je suis trop long. Par exemple, le fonds Europe Scale Up, c'est superbe. Et puis EQT, c'est un très bon investisseur. 8 milliards d'euros. Il y a un fonds de pension qui tout seul qui vaut 7 au lieu de 8. Donc vous voyez, ce qui manque, c'est beaucoup plus de 8 milliards d'euros. Il faut donc qu'il y ait un regroupement du côté de fonds. C'est pour ça que les pouvoirs publics doivent faire des choses, des réformes de pension. Il faut réduire le coût de l'énergie et les coûts fixes qui sont sur les épaules de ces entreprises. Il faut que le capital passe à une échelle supérieure pour résoudre ces problèmes. Troisième vague de questions. C'est un peu plus prospectif, vous allez voir. On va parler de sécurité continentale. Souvent, on dit que les Européens doivent être plus responsables de leur sécurité. Très bien, on vient d'en parler. Maintenant, qu'en est-il du niveau mondial? Est-ce que les Européens peuvent être plus responsables de leur propre sécurité et en même temps jouer un rôle au niveau international pour pouvoir avoir une voix au niveau international? Oui, on peut le faire, mais il faut changer d'état d'esprit, en fait. Et ça, c'est difficile à faire en Europe. Parce qu'on est des postmodernes, donc on ne fait plus du tout ça. Il faut réapprendre ce que l'on faisait. Nous pensons que ce qui se passe en Europe, ça se passe en dehors de nos frontières. Et on a oublié complètement que la politique des pouvoirs sont normalisées hors de nos frontières. Et c'est ce qui s'est passé à cause de l'Union européenne en partie. Parce que nous, on a des mécanismes pour gérer nos problèmes et la gestion est faite à Bruxelles. Et on ne peut pas utiliser les anciens mécanismes hors de l'Europe. Ça, c'est vraiment un gros problème. Et dans le domaine économique, il faudrait complètement changer les choses, mais également dans le domaine de la défense. Est-ce qu'on peut le faire? Mais bien sûr qu'on peut le faire. Regardez un petit peu tous les documents produits par la Commission concernant, par exemple, les affaires économiques, que ce soit Draghi ou les autres. On a tous les documents. Si vous regardez la défense, tout existe. Et donc, c'est facile de faire cela. Nous pouvons le faire. Mais ce qu'il ne faut absolument pas faire, je pense, c'est tourner le dos au monde tel qu'il est, parce qu'il a changé, il change. Il est basé plus sur des systèmes transactionnels. Le monde est plus dur. Et il faut apprendre ça à nouveau. Si on ne le fait pas, on est hors jeu. Et par exemple, il y a un nouveau rapport qui a été publié par la Chine sur la gouvernance mondiale. Si vous lisez ce rapport, bon, tout a l'air très bien. On peut être d'accord avec tous les chapitres. Il s'agit de la coopération, il s'agit de gagnant-gagnant, etc. Blabla. Bref. C'est quasiment ce que l'on dit en Europe, c'est notre langue. Et bien, si c'est vrai, pourquoi ne pas mettre de la pression sur le président Poutine pour arrêter cette guerre en Ukraine? C'est vraiment un problème. Donc nous, en Europe, il faudrait pas simplement regarder l'Europe et le Royaume-Uni, mais il faudrait peut-être trouver des idées pour changer l'Europe, la réformer, sans cependant jeter à la poubelle nos valeurs. Il faut être moins soumis peut-être au chantage, ou facilement soumis au chantage. Oui, c'est le cas. Et puis il y a des gens qui disent, et d'ailleurs on peut payer, mais il y a des gens qui disent c'est cher. Mais il faut changer la défense en Europe et ça ne coûte pas tant que ça. Ça ne coûte pas 1000 milliards d'euros dans 20 ans. Non, pas du tout. On peut le faire rapidement, mais il faut travailler dans ce cas-là avec l'Ukraine. Par exemple, la défense par drone. Bon, il n'y a pas très longtemps de ça, j'étais près de la Bélarus et il y a quelques semaines de cela, j'étais en Ukraine. Et si vous regardez ce qu'ils font là-bas, dans ces régions, si vous regardez le prix, ça coûte quasiment rien, 3 fois rien, on peut le faire. Mais il faut vraiment changer les mentalités. Et il faudrait dire aux États-Unis aussi, bon, s'il vous plaît, reculez un petit peu, on peut le faire, nous. Mais n'abandonnez pas l'OTAN, ne dites pas aux États-Unis, sortez de l'OTAN. Non, si on se comporte bien, ben restez ou revenez. Très bien. Omar, le niveau mondial, Omar, et l'architecture mondiale, il y a deux groupes. Ceux qui veulent le status quo, les Européens, les Occidentaux,
On ne sait pas si les Américains sont toujours dans ce camp-là. Ils sont un petit peu entre deux eaux. Et puis ensuite, vous avez groupes qui sont des révisionnistes, qui veulent changer la donne et faire les choses différemment. Et vous avez beaucoup de pays au niveau mondial qui sont en fait entre les deux camps, qui essaient d'équilibrer les choses et d'avoir une position qui soit de protéger les intérêts nationaux. Qu'en dirait le Qatar? Et que diriez-vous des effets de tout cela sur l'évolution du système mondial? Alors, la guerre par drone, ça c'est intéressant. Comment l'Ukraine a réduit les coûts? Bien. Nous pensions jadis que avec les munitions produites par l'Iran, qui étaient des munitions rôdeuses, si vous allez à Kiev, vous verrez une vierge, vous pouvez prendre votre photo en dessous, c'est pas très compliqué, ça coûte pas cher, ça peut coûter 20 000 $ à 50 000 $. Non, c'est peut-être un drone. Bref, en tout cas, les Ukrainiens sont en dessous de 10 000, avec un contre-drone, un mécanisme contre UAV, donc drone. Ah, c'est les Virgins, pardon, que j'ai appelé vierge, désolé. Il y en a un qui coûte 10% du Shahed, donc 2 000 $. Voilà, ça c'est le prix, 2 000 $, c'est pas si cher que ça. Et la technologie drone, généralement? Non, c'est pas tellement développé, vous savez. Les Américains ont envoyé ça sur les Japonais dans les années 50 quasiment. Même la Wehrmacht avec les Goliaths notamment, qui étaient guidés. Maintenant on appelle ça UGV, c'est-à-dire sans personnel. Bien sûr, il y a un personnel, je peux revenir là-dessus. Donc c'est un système terrestre sans personnel à bord. On appelle ça comme ça parce que certains des drones qui sont dans l'air ou sur terre ont besoin de 4 personnes pour le faire fonctionner. Donc en fait, il y a du personnel. Point de vue du nombre de personnes qui s'en occupent, il y a beaucoup de personnes. Par exemple, 72 pour un char notamment, il faut 3 personnes. Et pour certains drones, il faut en fait beaucoup de personnes. Et c'est ce que j'ai dit au Qatar. Ils ont dit, ah d'accord, c'est de l'ancienne technologie. Mais non, faisons comme l'Ukraine. Et là, tout sera bien. On va faire comme eux. Ma réponse, à chaque fois, je leur ai dit, non, non, vous ne pourrez pas être comme l'Ukraine. Si vous pouvez mobiliser des dizaines de milliers de personnes chaque mois pendant des années, là, d'accord, vous serez peut-être comme l'Ukraine. Si vous avez cette capacité de mobilisation, de formation, d'armement, pour les nourrir, pour les organiser, et avoir des personnes qui ont beaucoup d'expérience, parce qu'il y en a, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'ils se battent, dans ce cas-là, vous serez comme l'Ukraine. Mais pour l'instant, aucun des pays du Golfe ne peut faire ça. Et la plupart des pays européens ne sont pas comme l'Ukraine. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que l'OTAN joue son rôle. Et ils ont besoin aussi de l'OTAN, les pays européens. Maintenant, je reviens au Qatar. Bon, ils ont une démarche qui change. La tendance générale, c'est de bonnes relations avec les États-Unis déjà, même si les États-Unis pensent qu'ils peuvent perturber le système international, ce ne sont pas des garanties, des pays qui garantissent le système international. La Chine soutient plus le système courant et c'est une puissance qui cherche à stabiliser les choses par rapport aux États-Unis. Bon, bien sûr, c'est dans son intérêt de faire ça. De toujours continuer à travailler avec les adversaires, nous, l'Occident, et voilà. Maintenant, pour les Qataris, l'alliance avec les Américains va continuer, je pense. Je pense qu'ils vont continuer les programmes d'armement, c'est ce que fait le Golfe, tous les pays du Golfe. Et du côté protection aussi, on utilise l'arme diplomatique avec l'Iran. Parce que on se dit que c'est peut-être difficile et donc ils cherchent un compromis.
Très bien, merci. Nous reviendrons sur ces points et nous parlerons de la soft sécurité, la sécurité plus molle. On vient de commencer à en parler, c'est très important. Ce qu'il faut voir, c'est comment nous pouvons faire en sorte... Bon, je me reprends. Le changement climatique, c'est une urgence. Tout à fait. Il faut prendre des mesures, nous l'avons dit. Le problème quand on parle d'urgence, c'est que généralement, on prend des décisions à très court terme. Comment penser au long terme dans nos systèmes d'architecture aujourd'hui? Merci, Romain. C'est vrai qu'il y a un sens de l'urgence et les scientifiques sont très clairs concernant l'urgence à agir. C'est lié au climat, mais aussi à la biodiversité aussi. On le voit, un effondrement de la biodiversité qui est très rapide. Et le problème, en fait, c'est que par rapport au maintien de la paix, nous, on a parfois une impression qui est fausse d'ailleurs, ou une confiance, selon laquelle nous pouvons répondre aux problèmes des climats, de la biodiversité qui s'effondrent, mais un peu plus tard. Alors qu'en fait, la problématique, c'est que une fois qu'il y a une augmentation de la température, une fois qu'il y a moins de biodiversité, que se passe-t-il? Eh bien, on ne sait pas. C'est un terrain inconnu, parce que les effets se cumulent, s'agrègent, et on ne sait pas où on va avec ces événements climatiques extrêmes qui s'agrègent, des incidences sur la sécurité alimentaire, les moyens de production et incidences au quotidien sur nous tous. Donc effectivement, il faut agir rapidement. Il y a un sens de l'urgence. Et souvent, il faut que nous soyons sur la bonne trajectoire pour la réduction, par exemple, d'émissions, pour recréer la biodiversité. Parce que la réduction des émissions, ça ne se passe pas du jour au lendemain, vous le savez. Il faut changer l'infrastructure, il faut changer les structures économiques. Et tout ça, ça prend du temps. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, il faut faire tout ça en même temps et de façon concomitante et continuer à travailler sur la sécurité militaire et le maintien de la paix. On ne peut pas faire ça par vague ou séquence, parce que sinon ce sera trop tard. Mais nous disposons des instruments, les accords de Paris, les cibles ont été fixées, tout ceci nous a été donné, ce sont des perspectives à long terme, nous avons maintenant la trajectoire, et bien sûr ça ne se passe pas d'un jour à l'autre, nous avons les instruments, maintenant c'est à nous de réagir et de travailler sur plusieurs fronts en même temps, plusieurs priorités, le climat, la biodiversité, dans toutes les actions que nous prenons aujourd'hui, même lorsqu'il s'agit de renforcer la sécurité militaire. Merci. Simon, dernière question, parce que je crois que nous sommes déjà en retard, quasiment. Dernière question, Simon. Il y a une forme de tension ici entre les défis mondiaux et aussi la localisation des prises de décision. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de populisme et ma question est la suivante justement. Comment garantir que les politiques puissent agir sans qu'il y ait de pression venant de l'électorat local? C'est-à-dire pour qu'ils ne se concentrent pas sur les décisions à court terme alors qu'il faut agir au niveau mondial. Comment s'assurer d'une coopération internationale aujourd'hui dans ce paysage-là? Merci d'avoir posé la question. En fait, ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit un peu mieux aligné. Comment faire ça? Je crois que nous pouvons saisir cette occasion qui nous est donnée, c'est-à-dire que nous pouvons mieux expliquer les choses et là, notamment la nature de la menace. Par exemple, il y a 2 ans de ça, je me souviens d'une conférence sur la sécurité. Combien disaient le pays est en guerre et tout le monde a levé la main. Et maintenant, combien de personnes ici, personne pense la même chose et personne n'a levé la main. Bref, on a parlé du climat, on a parlé de la sécurité nationale, de l'urgence. Les gens n'ont pas obligatoirement le même sens de l'urgence. On leur demande de faire des sacrifices et aux gens, ils ne savent pas pourquoi. Et bien là, il y a retour de bâton. Il faut rester concentré. Il faut aussi bien voir que il faut faire les mêmes choses. Mais non, il ne faut pas faire les mêmes choses et dire que les gens avaient tort de penser comme ça. C'est pas la bonne chose non plus. Parce que sinon, c'est à la Bertolt Brecht. Le Brexit, bien sûr, j'y pense souvent. Il faut être plus généreux. Il faut peut-être une Europe du libre-échange et de la défense. Il faut ramener l'Ukraine et le Royaume-Uni dans ce système européen. Et si l'objectif... Vous savez,
L'Europe a un choix. Soit on achète, soit on construit ces technologies à l'avenir. Et si nous voulons la technologie numérique, on peut acheter, c'est vrai, des versions deuxième classe, troisième classe, où on peut nous-mêmes construire des produits de première classe. Alors, comment justement se rassembler pour construire cette nouvelle économie, cette nouvelle révolution pour les technologies dont nous avons besoin, pour avoir une approche plus unie en Europe, pour changer la vie des gens et pour améliorer le climat, pour qu'ils aient plus d'argent dans la poche, parce que la compétitivité, la résilience, c'est les deux facettes de la même chose. Et dernière chose, on n'a pas beaucoup de temps, donc une seule chose, oui. Alors rapidement, je suis rapide. L'Europe, vous le savez, c'est basé sur l'acier, la communauté de l'acier et du charbon, jadis. Jens Stoltenberg a perdu une élection. Il a acheté des frégates pour le Royaume-Uni, alors que d'autres faisaient différemment. Avec l'IA, avec le calcul quantique, nous avons le choix. On prend soit une solution nationale, ou alors on a une solution européenne. Le marché européen est beaucoup plus intéressant pour les entrepreneurs si on a le capital européen. Dans ce cas-là, on va gagner cette course, c'est quasi certain. Et en plus, on a beaucoup de propriété intellectuelle, bonne recherche au Royaume-Uni, en Suisse, ailleurs. Si on prend une démarche plus large en Europe, il faut voir comment se reconstruire, enfin se reconcevoir, comment créer une architecture nationale, européenne, pas simplement mondiale, pour essayer de gagner sur tous ces fronts la sécurité et le climat dont nous avons besoin. Merci, très très bien. C'est un appel pour une meilleure coopération en Europe et au niveau mondial. Nous allons maintenant mettre fin à cette session. Merci aux organisateurs, merci d'avoir organisé ce panel. Nous remercions le public, merci d'être resté avec nous aussi. Vous êtes resté assez tard parce que c'est assez chaud, hein. Et je suis content que vous soyez toujours avec nous. Et enfin, maintenant, s'il vous plaît, je crois que nous pouvons remercier nos orateurs pour ce débat qui a été très intéressant. Merci.